Sheng Xiang Band High Village, une musique chinoise. Donc, et moi, je ne sais pas si ça vous faisait cette impression, mais j'avais l'impression d'être au coin du feu, d'un camp de feu à la campagne. À la campagne, tout à fait. Camping ? Voilà, camping, exactement. Camping en Chine. Mais en France aussi, forcément. Bah oui. On fait une petite comparaison. Il y a même des Chinois qui viennent faire du camping en France. Hein. Tout à fait. Et des Français qui vont camper en Chine. D'ailleurs, des Français qui campent, j'ai regardé un reportage à côté de la muraille de Chine. Alors, ce n'est pas forcément très légal parce que, ça peut être légal, c'est juste qu'ils contournent en fait les standards, les circuits officiels de tourisme, et tant mieux pour eux, ils se retrouvent quasiment seuls à pouvoir contempler la muraille et c'est génial. Et c'est sans doute un peu mieux que d'être sur Airbnb, c'est ça ? Exactement, de toute façon. Avec Airbnb sur la Grande Muraille. Bon, de toute façon, c'est plus possible, on est désolé pour vous, mais ce n'est plus possible. Alors, retournons au camping. À nos moutons. Ça, c'est encore possible. Donc, définition officielle, tout est relatif, du camping, activité touristique qui consiste à vivre en plein air, sous une tente, dans une caravane, en camping-car, et à voyager avec le matériel nécessaire. Mais ce mot désigne également le terrain aménagé pour pratiquer ces activités. Donc nous, quand on va parler de camping, tout au long de cette rubrique, on va à la fois parler du fait de camper dans la nature, sous une tente ou à la belle étoile, mais aussi de ces moyens de transport tels que les caravanes et camping-cars qui servent et qui sont souvent utilisés en combinaison de ces campements à se déplacer. Voilà. Donc, souvent, quand on parle de camping, les images qui nous viennent à l'esprit, c'est dormir dehors, les étoiles. Feu de bois, chamallow grillé. On voit que vous avez donné là-dedans, Claude. Mais du coup, on remarque que pour nous, Français, ce sont des activités qui sont plutôt courantes, en tout cas. Presque naturel. Quand on parle de nature, c'est assez drôle d'ailleurs d'employer ce mot, mais c'est presque naturel. Oui. Alors que en Chine, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'était pas si... Enfin, on n'a pas l'habitude en fait. C'est une question d'habitude. En France, c'est même le mode de vacances préféré des Français. Tandis qu'en Chine, comme vous l'évoquiez, c'est un phénomène vraiment très récent. Et au niveau des chiffres, pour l'instant, c'est pareil. Ça n'en est qu'à ses balbutiements. Parce que même si, à l'échelle de la Chine, les chiffres peuvent paraître assez gros, on aura l'occasion de revenir dessus. Mais par exemple... assez gros au niveau du nombre de camping-cars, par exemple. Alors, en 2012, par exemple, il y avait 4500 camping-cars en circulation en Chine, mais en 2015, donc soit 3 ans plus tard, il y en avait 10 000. Donc, dit comme ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle de la Chine, ça fait un camping-car pour 135 000 habitants. Moi, justement, si je dois vous parler un peu des chiffres du camping en Chine, alors, il faut savoir que les campings, en général, ils se situent à moins de 100 km des grosses villes, donc de Pékin, Shanghai, par Hangzhou, par exemple. Et qu'en 2010, alors c'est assez compliqué de trouver des chiffres récents, mais en 2010, juste pour exemple, il y avait une centaine de campings en Chine contre 8500 en France. Donc on voit quand même que c'est un marché qui est tout à fait embryonnaire en fait. Oui, tout à fait, mais... Et puis même au-delà de ces chiffres, c'est même la conscience en fait du simple fait que le camping existe, qui n'existe pas forcément qui n'est pas propagé dans tous les esprits chinois, puisque à part par exemple en 1999 quand il y avait une série chinoise qui était diffusée donc dans le pays qui s'appelait Putian Pusan, qui racontait la vie de 2 Chinois expatriés à Los Angeles, et au cours d'un épisode, ils allaient faire du camping. À part dans ce genre de petites manifestations, il n'y a pas vraiment d'exportation du concept de manière très conséquente. Alors, il n'y a pas des marques justement françaises qui essaient de s'exporter un petit peu, parce que là, il y a quelque chose à faire, je pense, pour les Français. Si nous, justement, c'est la destination, j'allais dire, préférée des Français, c'est qu'on a quelque chose à apporter, justement. Tout à fait. Sans changer totalement les habitudes, mais s'adapter au marché, aux clients chinois, et essayer de diffuser cette notion de camping. Tout à fait, puisque comme on le disait, donc comme
la population a un niveau de vie qui s'accroît et en plus, la plupart des gens sont citadins ou en tout cas le deviennent. Il y a ce besoin de retourner dans la nature et forcément, là, les entreprises, notamment étrangères, en profitent, saisissent cette opportunité. Et comme les Français ont une grande expertise et une expérience dans ce domaine, elles profitent du bon filon et notamment Decathlon ou la Fuma sont des entreprises dont les ventes explosent en Chine. Il y a vraiment des grands centres commerciaux. Moi, je me souviens à Xi'an, il y avait un énorme centre commercial uniquement consacré aux articles de sport. Et c'est pareil, il y a aussi le développement d'une presse dédiée aux activités de plein air, trekking, randonnée, et de nombreux constructeurs et fournisseurs d'équipements de matériel sportif sont chinois. Alors aujourd'hui, pour l'instant, ils sont sous-traitants pour les marchés asiatiques et occidentaux, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont pouvoir en fait conserver l'expérience qu'ils ont dans leur domaine pour ensuite l'adapter à la clientèle chinoise. Et il y en a en fait une clientèle chinoise de plus en plus. Et on voit que le phénomène prend de plus en plus d'ampleur avec, par exemple, en 2010, il y a eu une première assemblée nationale de camping en Chine. La même année, la Chine devient membre de la Fédération internationale de camping caravaning et autocaravaning. Je ne savais même pas que ça allait exister. Moi non plus, je ne savais pas que ça existait. Mais bon, on verra aussi plus tard que l'association des nouilles instantanées existe également. Donc il y a de tout. Hein. Et même en 2011 également, il y a eu une exposition internationale de l'industrie touristique en Chine, au cours de laquelle se déroulait un forum pour le développement du camping. Dédié au camping. C'est ça. Mais en fait, tous ces événements n'arrivent pas par hasard parce que ça participe d'une réelle volonté politique du gouvernement qui souhaite développer ce mode de tourisme et de surtout le tourisme voyage vert, ça va avec la politique environnementale chinoise. Enfin, on l'a vu, on le voit dans les actualités récentes. Bon, pour tout ce qui est enterrement, c'est pareil. En fait, l'écologie se diffuse sur tous les terrains. Sur l'enterrement, alors comment vous pouvez expliquer en 10 secondes? Alors justement, je lisais ce matin dans la presse chinoise que actuellement, ils essaient de passer d'enlever les cercueils en fait et de passer à la crémation. D'accord. À 100% de crémation pour d'ici à 5-10 ans. Donc vous voyez, ça se diffuse vraiment sur tous les terrains. Un autre exemple de l'écologie en fait. Comment essayer d'intégrer l'écologie dans le tourisme. Donc là, on le voit à travers le camping. Et alors, ces initiatives gouvernementales profitent notamment à des entreprises françaises, comme cette entreprise, je ne sais pas si vous la connaissez, qui s'appelle Utopia Indigo, donc une entreprise lyonnaise dont les deux patrons, les deux dirigeants qui sont un couple, se sont rendus en Chine, dans la province du Sichuan, et ont signé un accord avec les autorités locales pour construire à terme, alors là, ça a déjà débuté, mais apparemment, il me semble que ce sera jusqu'en 2019, la construction de 30 campings. Donc, calqué sur le modèle français, véritablement. 30 campings, c'est quand même énorme. C'est énorme, mais vraiment à l'échelle de la Chine. Bien sûr, pour l'envergure chinoise, c'est sûr que c'est normal. Mais alors, il y a quelques adaptations qui sont réalisées, bien sûr, hein, mais globalement, le modèle est respecté. Alors, quand ils sont allés visiter leur propre camping, bien sûr, ils avaient des petites critiques à faire, du style, les routes sont trop droites, du coup, ça manque un petit peu de naturel. Mais en tout cas, ça plaît aux Chinois, comme on peut l'écouter dans un reportage qui a été réalisé par Envoyé spécial, donc pour France 2, il me semble, dans Carnet de voyage, Chine, les pionniers du camping. Ils viennent des grandes villes autour. Pour eux, ce mode de vacances, c'est complètement neuf. Et apparemment, tout comme en France, ça plaît beaucoup. Normalement, pour les vacances, nous allions dans les endroits super touristiques. Mais à la fin, c'est encore plus fatigant et nous ne nous sommes pas vraiment amusés. Ici, avec ces petites maisons en bois, nous sommes moins stressés, nous sommes heureux et les sensations sont différentes. Ça nous rapproche avec ma famille, mes amis. Mais alors, qu'est-ce qu'on nous vend quand on y allait faire du camping? Qu'est-ce qu'on leur dit aux Chinois si c'est pas dans leur tradition, en fait, dans leur coutume de partir? Alors, ce qui est mis en valeur, c'est paradoxal parce que finalement, là, c'est le modèle français qui est exporté. Mais contrairement à la France où le camping est connoté plutôt populaire et bon marché
et familial, chaleureux. En Chine, ça va plus être, même s'il y a un rapprochement familial et qu'on est tous ensemble, un moment qui est aussi dédié au confort et à la sérénité, peut-être au silence aussi. Quand on s'éloigne de la ville, ça fait du bien de ne plus écouter les klaxons. Et donc, la plupart des personnes qui vont faire du camping recherchent un moment plutôt luxueux. Donc, ça n'est pas réservé du tout à la même clientèle. D'accord, mais alors luxueux, ça reste quand même des tentes que l'on plante ou est-ce que c'est plutôt... Alors justement, il me semble qu'on a vu le même reportage à ce propos d'un groupe de touristes chinois qui sont allés apprendre à faire C'était assez... Alors camping. pour nous, c'est vrai que c'est assez drôle. Mais pourtant, moi, personnellement, je ne fais pas beaucoup de camping. Mais il est vrai que là-bas, en Chine, en fait, il y a des professeurs pour faire du camping. On vous apprend à planter une sardine. On vous cache de la nourriture dans... Alors là, c'était peut-être un petit peu voulu aussi et un petit peu exagéré. Mais alors, on cache la nourriture dans la forêt, dans une grotte. Enfin, c'était assez... En fait, on a l'impression que c'est vraiment nouveau. Oui, c'est ça. C'est comme si on nous mettait, je ne sais pas moi, on nous mettait, alors les zongzi par exemple, ces gâteaux de riz chinois, alors nous on les connaît parce qu'on a voyagé en Chine, c'est comme si on les importait nous ici et on vous le mettait là comme ça et on vous disait débrouillez-vous, faites un zongzi tout seul. Enfin je veux dire, c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, quand on ne sait pas d'où ça sort, c'est normal de vouloir apprendre. Donc là, l'intention des professionnels, c'est surtout au-delà de lancer la tendance, c'est surtout de leur montrer que c'est possible et comment ça fonctionne. Et souvent, justement, ce qui est fait, c'est d'essayer de proposer des activités autour, parce que le camping ne se suffit pas encore à lui seul, à lui-même. En Chine, il faut proposer, j'en sais rien, des activités de tir à l'arc ou de course, enfin tout un panel d'activités qui rendent encore plus attrayante l'offre. Mais il y a dans un autre reportage, il y a une dame, Madame Wu, qui elle-même justement propose ce genre de formule. Et la formule qu'elle propose, on le remarque, ne plaît pas forcément pour l'instant. Elle a essayé d'exporter des caravanes étrangères en Chine et donc elle propose des formules. Et pour l'instant, ça plaît davantage aux étudiants qui sont plutôt curieux et avides de nouvelles expériences que il y avait là par exemple une maman et sa fille qui voyageaient, qui avaient besoin d'un peu plus de confort. Mais alors justement, quand on peut se payer un certain confort en ayant sa propre caravane, là par contre, certains sont prêts à mettre le prix, comme on peut l'écouter dans un autre extrait de reportage. Et loin de l'image populaire qui colle à la caravane en France, ici, c'est le must. Les rares Chinois qui en possèdent une sont des privilégiés, comme Monsieur Zhu, 40 ans. Ce cadre supérieur travaille dans une des grandes banques de Pékin, mais dès qu'il le peut, il s'évade avec sa caravane. Quand mes amis ont appris que je possédais une caravane, certains m'ont même traité de bling-bling. Ils pensaient que je n'étais pas le genre de personne à être victime de la mode, qui achète un véhicule aussi branché. Branché, ce n'est pas vraiment le mot que l'on a l'habitude d'employer pour désigner les personnes qui apprécient le camping en France. Bling bling, c'est pareil, c'est vrai que ce sont des adjectifs que nous, on n'associe pas du tout à ceux qui partent en camping avec la caravane. Mais peut-être que cela profitera au développement de ce mode de voyage plus respectueux de l'environnement que d'autres formes de voyage en Chine. En tout cas, il y a une véritable promotion pour l'instant qui est faite, notamment de routes pour se déplacer, donc en conduisant soi-même. Exactement, c'est ça. Mais des routes qui vont même être développées spécialement autour de points touristiques, notamment dans le delta de la rivière du Yangtze, donc dans le sud, où on va pouvoir longer des baies et des lacs. Super, oui, donc c'est vraiment aménagé. Et vous parliez d'activités, beaucoup d'activités aussi. Mais c'est aménagé, enfin ça c'est relatif, parce que justement ce qui manque pour l'instant ce sont les infrastructures. Les infrastructures, oui. D'accord. Le long de la route, puisque comme ils ne sont pas encore très nombreux à utiliser des caravanes, il y a peu d'infrastructures prêtes à les recevoir. Pour faire une pause pour les camping-cars, d'accord. Pour l'eau ou l'électricité, et donc... surtout s'ils vont, par exemple, les personnes qui utilisent des caravanes dans les endroits reculés, ils vont être un peu regardés comme des bêtes curieuses. Mais bon, peut-être que ça permettra de contribuer. Mais alors, du coup, donc, s'il n'y a pas beaucoup d'aménagement
comme on disait. Vous avez mentionné tout à l'heure plusieurs activités, donc du tir à l'arc, faire du sport dans la nature. Ça, c'est quand même, ça fait partie de cette branche du tourisme vert, parce qu'on va de plus en plus aussi se déplacer pour aller en vacances sportives. Tout à fait, oui. Alors, ces vacances sportives, ça se diffuse, mais c'est encore plus embryonnaire que le camping, je pense. Encore un marché Voilà, de niche. Comme le ski, il y a beaucoup à faire en Chine. Et alors, vous avez fait plusieurs recherches sur le camping, Oui. et apparemment, on distingue... Sur le tourisme sportif. Sur le tourisme sportif, pardon, excusez-moi. J'étais encore un temps en arrière. Mais alors, il existe 4 catégories de voyageurs dans le tourisme sportif. C'est ça. Quelles sont-elles ? Alors, on a les voyageurs qui se déplacent pour pratiquer un sport à l'étranger, en loisir. Les voyageurs qui se déplacent pour assister à des manifestations sportives, par exemple pour la Coupe du Monde de foot. Il y a eu beaucoup de Chinois qui se sont déplacés, qui étaient présents dans les gradins en Russie, alors même qu'il n'y avait aucune équipe chinoise qualifiée, sur le terrain, ouais. à part les sponsors chinois. Eux, ils étaient bien qualifiés. Oui, en revanche, tout à tout fait. autour, on voyait bien... Il y a aussi les voyageurs sportifs qui participent à des concours ou des compétitions et ceux qui se déplacent pour s'entraîner. Mais alors, vraiment, ceci représente une moindre part. Mais quand on regarde les sondages, notamment un sondage relayé par Xinhua fin juin, on remarque que c'est une forme de tourisme qui se développe énormément. Et les sports préférés sont des sports en lien avec la nature. Donc randonnée, alpinisme, cyclisme. Et les sports extrêmes également. Donc par exemple Ctrip, qui est la principale plateforme de l'e-tourisme en Chine, donc celle sur laquelle les Chinois vont beaucoup réserver leur voyage. Donc cette plateforme a fait savoir que ce sont les projets de ski et de plongée, donc des sports à sensation, qui ont connu le plus grand succès sur leur section tourisme sportif. Et donc, là encore, cette tendance, elle participe d'une volonté gouvernementale de lier sport et santé. Sport, et donc, santé, nature, et toujours les mêmes thématiques qui se rejoignent, et notamment, donc, tout cela s'inscrit dans le programme Healthy China 2050, pardon, je devrais dire 2030, 2030, et donc qui a été lancé en 2016 et dont l'objectif est de sensibiliser les gens au sport et à la santé. Alors moi je me souviens juste d'un petit article que j'avais lu par rapport à Chengdu, en fait, qui a même développé un complexe. Alors c'est un immeuble immense, c'est un bâtiment immense plutôt, pas un immeuble, un bâtiment immense où il y a même un océan dans ce bâtiment. Donc les gens qui une ne piscine peuvent pas, intérieure. une piscine, presque un océan, parce qu'il y a des vagues. Donc comme ça, c'est aussi un moyen de permettre de faire du tourisme sportif, entre guillemets, et de ne pas pouvoir, si on n'a pas le temps de s'en aller, d'aller là-bas. Notamment parce qu'à l'intérieur des terres, on est très très éloigné de la mer, et que beaucoup de Chinois ne savent pas nager justement à cause de ça, ils ont plutôt peur, donc ça peut être rassurant de se baigner dans une piscine. Oui, c'est vrai que du coup là c'est une question de sécurité, mais alors il y a plusieurs formes de tourisme. Là on a beaucoup accentué sur le tourisme vert, mais il y a d'autres formes de tourisme, et notamment il y a le tourisme rouge. Alors ça c'est un tourisme culturel, donc c'est par exemple repartir sur les traces de Mao Tse-tung quand il a fait la longue marche. Il y a vraiment un tourisme culturel aussi dont on n'a pas mentionné, parce que c'est généralement ce que l'on diffuse sur les médias français, dans les médias français. Donc ça on a pensé que c'était peut-être un petit peu moins intéressant d'en parler aujourd'hui. Et ce tourisme rouge se rapproche plus ou moins d'une autre forme de tourisme qui est un marché de niche encore pour l'instant, mais qui va monter. C'est le tourisme éducatif, donc notamment surtout pour les enfants, pour toute la famille, mais aussi beaucoup pour les enfants, puisque déjà, on le sait, en Chine, la pression sur les élèves est très importante. Donc, ils ont beaucoup de cours particuliers, d'ailleurs, les week-ends, le soir. Donc là encore, les vacances sont l'occasion, même s'il y a une partie de plaisir, d'investir, c'est ça, de rentabiliser et d'optimiser tous les instants pour s'assurer un bel avenir. Et donc, il y a beaucoup de camps de vacances, de séjours à l'étranger, donc, qui ne sont pas forcément accessibles encore à tout le monde, mais qui sont mis en place. Et pour les enfants autant que pour les parents, comme je disais, voilà, l'idée c'est de s'initier à la culture, à l'art de vivre, notamment à l'étranger. Du coup, par exemple, je voyais en France, il est possible pour certains Chinois qui vont visiter des châteaux français d'apprendre à l'étiquette. L'art de la table. Exactement. À la française.
comment l'on mange des choses que pas forcément tous les Français Oui, tout à fait. connaissent. C'est quelque chose par ailleurs. d'assez extraordinaire de connaître les arts de la table à la française. Qui doit être compliqué. Et alors enfin, dernière forme une autre- de tourisme que l'on aborde aujourd'hui, le tourisme médical. Voilà, donc là, une autre forme un peu moins fun, en tout cas en apparence, mais là encore, on distingue deux sortes de tourisme à l'intérieur même de cette forme-là. Donc les Chinois qui se déplacent à des fins médicales et les étrangers qui viennent en Chine pour réaliser des opérations. Alors, ça dépend, en fait, il y a plusieurs types. Il y a soit des Chinois qui vont aller à l'étranger parce que c'est moins cher, notamment pour les opérations de chirurgie esthétique en Corée du Sud, au Japon, ou principalement en Corée du Sud, mais aussi pas mal en Thaïlande. Ou alors, ce sont des Chinois qui, en général, ont beaucoup de moyens, ou alors qui épargnent beaucoup, qui vont à l'étranger parce que les hôpitaux chinois ne peuvent pas forcément les soigner pour leur maladie, ou alors pas dans les conditions qu'ils espèrent avoir. Et dans ces cas-là, donc, ils vont à l'étranger, souvent en Europe, au Japon, et sont en général très satisfaits du service haut de gamme qui leur est proposé. Parce qu'il y a tout autour, tout ce qui est mis en place autour pour... Ils veulent même choisir jusqu'à ce qu'ils ont dans leurs assiettes, ce qui n'est pas possible en Chine. Je ne sais pas si c'est possible en France d'ailleurs, quitte à payer peut-être. Mais alors, destination, on parle de destination, donc les voyages de Fred Battista. Fred Battista, c'est un Français du Sud-Ouest qui est d'ailleurs en concert ce soir. Les voyages.